Bonjour les amis, bienvenue à nouveau. Quel jour sommes-nous? Ah, mercredi, j'ai vérifié ma montre pour le savoir. Je vis sous une pierre. En fait, non, je sais tout, parce que le 31 décembre, la Finlande a saisi un navire russe. Je suis ravi de dire que ça sonne bien et que c'est vrai. Le 3 janvier, ils ont publié une vidéo montrant comment ils l'ont fait. Ils l'ont fait dans le golfe de Finlande, entre l'Estonie et la Finlande. C'est magnifique. Je veux dire, si je ne savais pas, je devinerais que c'est réalisé à Hollywood. Le 3 janvier, les autorités ont publié une vidéo d'un abordage en hélicoptère qui a pris le contrôle du navire le 31 décembre dans le golfe de Finlande. Après que le navire a endommagé les câbles sous-marins entre la Finlande et l'Estonie, 14 membres d'équipage ont été arrêtés. De quels câbles parlons-nous? Eh bien, l'Estonie et la Finlande ont des câbles électriques et des câbles de données, des câbles Internet sous la mer. Nous en avons beaucoup, mais ils sont souvent endommagés, parfois à cause du mauvais temps et des tempêtes. Mais récemment, à cause de ces navires russes malicieux qui traînent leurs ancres, comment le savons-nous? Eh bien, parce qu'il y a comme une trace de traînée de 10 km au fond du golfe de Finlande. Je veux dire, sans surprise, qui l'a fait? Ce sont les Russes. Alors, qu'ont fait les Finlandais? Vous pouvez le voir dans cette vidéo. Prenez votre pop-corn, regardez cette GoPro au-dessus de la vision nocturne qui se soulève depuis l'hélicoptère. Berkala Helvete. C'est le navire finlandais qui traîne son ancre et voici l'équipe finlandaise qui monte à bord du navire. Force spéciale. C'est tellement joli, j'adore. Je veux vraiment que l'Estonie fasse ça, tellement envie. Satana Perkala. Ils prennent le navire et en fait, ils l'ont pris et l'ont amené dans un port finlandais. Ils ont détenu tout le monde. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça que je veux que mon pays le fasse. C'est comme ça que chaque pays de l'OTAN doit agir envers les navires russes qui enfreignent les lois sur la mer Baltique, qui est un lac de l'OTAN. D'ailleurs, maintenant, ils ont même envoyé un robot sous-marin. Et oui, ils font ça. Parce qu'on doit découvrir où se trouvent les traces de traînée au fond du golfe de Finlande. Parce qu'on doit savoir si c'est l'ancre qui a fait ça, si l'ancre du navire a cassé les câbles, et si c'est le cas, c'est grave. Donc oui, le navire est maintenant au port. Désolé pour le manque de mots ici. Eh bien, il était maintenant dans le port finlandais, et le système judiciaire finlandais examine les gars. À mes spectateurs finlandais, pour le courage de votre pays et pour le courage des soldats qui ont fait cela. Je dois dire Gudos Kidos, mes amis. Maintenant, nous allons en direction de Pokrovsk, et je veux vous montrer une vidéo que le groupe d'assaut russe a filmée d'eux-mêmes. Ils documentent tout pour nous, pour que les générations futures découvrent à quel point ils ont vraiment mal agi là-bas. Donc nous avons un soldat russe, et nous avons encore quelques mercenaires d'un pays que je ne connais pas, mais ils ne viennent pas de Russie. Zaibis génial. Super, ce type. Ces gars parlent un russe tellement approximatif. Ils disent que Zaibis Pidaras sont les mots essentiels en Russie. Ils sont vraiment contents. Ils sont vraiment contents pour une raison inconnue. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand... Veuillez patienter. Avec le temps, nous saurons ce qui leur est arrivé à Pokrovsk. Et bien sûr, ce sont des images de drones ukrainiens. Tu sais toujours que ça va être suivi par des images de drones ukrainiens. Regarde ces types dans les derniers instants de leur vie. Pourquoi prennent-ils l'argent et vont-ils se battre pour un régime terroriste qui occupe la terre ukrainienne? Je ne comprends pas, mais voilà le karma qui les rattrape. Et maintenant, nous avons un certain Genvader africain. Oui, vous pourriez penser « Oh, Arthur Rey se moque de la mort, il doit être un psychopathe. » Non, mes amis. Je n'aime tout simplement pas que les Russes occupent l'Ukraine, et j'ai une très longue énorme histoire avec la Russie qui a occupé l'Estonie. J'avoue ressentir une certaine satisfaction quand leurs soldats sont tués. Pour vous aider à mieux comprendre la mentalité russe, je vous présente une vidéo qui vient d'être publiée montrant une jeune fille russe en Russie en train de parler. Je ne sais pas si c'est Omegle ou un autre type de chat vidéo. À un homme qui pose des questions sur le père décédé de la jeune fille, il demande où il est mort. Dans l'armée russe qui occupe l'Ukraine, il ne s'agit pas du remords d'avoir perdu un père, c'est plutôt pour obtenir les 7 millions de roubles d'indemnisation. C'est le principal objectif de cette fille, cette blonde juste ici. Est-ce qu'il y a des connaissances qui sont mortes?
Mon père. Quand est-il mort? Quand il est mort? Récemment? En juin ou en juillet? Eh bien, il a un ami, ma mère lui a parlé. Là-bas. Ils disent bon qu'il a eu une blessure grave à la jambe et qu'ils l'ont laissé là-bas. Actuellement, il est soit mort, soit porté disparu, et la différence ici, tu pourrais penser, ah, mort ou disparu? Ouais, il est parti. Non, la différence ici, c'est que s'il est mort, confirmé par l'armée russe, ils verseront 7 millions de roubles à la mère de cette fille. S'il est porté disparu, ils ne paieront pas. Et c'est ainsi que Poutine arnaque essentiellement la population russe en disant « Oui, si ton mari meurt, nous te donnerons tout l'argent dont tu auras besoin, mais il ne mourra jamais parce qu'il disparaît toujours. Parce qu'ils ne les déclareront pas morts au combat, mais plutôt portés disparus au combat, et ils les brûleront ou les laisseront sur les champs. » Mais en réalité, la mère de cette fille ne reçoit pas l'argent. Je ne sais pas encore. Il y a une chance. Elle est très faible, je ne sais pas, genre 2 sur 100. Il est en captivité, et s'il est en captivité, ils ne paieront certainement pas parce qu'ils le considéreront comme un traître. Mais maman a dit que c'est peu probable. Quoi? Qu'est-ce que tu achèterais avec 7 millions? Oui, maintenant c'est une question à propos de cet argent supplémentaire qu'ils veulent recevoir pour le mari ou le père décédé. Une maison, quel genre? Quelle maison veux-tu acheter pour 7? Nous voulons juste une maison, c'est une maison privée. Combien? Je ne me souviens plus, j'ai vu quelque part autour de 6 ou quelque chose comme ça. 6 ou quelque chose comme ça. Eh bien, j'ai récemment regardé avec ma mère, il y avait une maison à 5 800 000. Le truc, c'est qu'ils ne savent pas si le mari et père dans ce cas est mort ou porté disparu. Ils ne savent pas s'ils vont toucher l'argent, mais ils regardent déjà des maisons. Je ne perçois aucune tristesse chez elle après la perte de son père, car en Russie, les pères ont souvent la réputation d'être alcooliques et inutiles. Donc oui, si vous perdez un homme comme ça pourrait même être une fête pour la famille. Qui sait? Je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais c'est plus souvent le cas qu'ailleurs. Donc oui, on ne voit vraiment aucun remords dans ce genre de vidéo, on voit juste qu'ils veulent cet argent. J'ai une autre super vidéo de toi, encore une fois filmée par les Russes, où ils conduisent quelque part sur le front, en train de faire une mission de ravitaillement. Et ils reçoivent la visite du drone de la 105e brigade de défense territoriale ukrainienne. Et cette vidéo, c'est l'une des plus croustillantes que j'ai vues. D'habitude, un soldat russe reçoit 2 ou 3 drones sur le dos. Dans cette vidéo, 12 soldats russes reçoivent un seul drone ensemble, comme une offre groupée. Ils roulent avec une fourgonnette Boukanka, je suppose, remplie à ras-bord de fournitures et de soldats. La voilà. Je pense qu'ils voient un drone. Sortez, sortez, je ne sens plus mes jambes. Désolé de m'être arrêté, mais j'ai beaucoup d'histoires personnelles à ce sujet, notamment en Ukraine. Brandon Mitchell, le volontaire canadien, nous a conduits pendant des heures dans l'un de ses pick-ups civils. Ce n'était pas un véhicule Boukanka, mais c'était similaire. L'arrière était rempli de fournitures médicales, de munitions. Et nous étions 3 gars, moi et 2 de mes amis, à l'arrière comme ça, collés au plafond. Si tu es à l'arrière de ce genre de voiture pendant 3 heures, tu n'as pas besoin de drone. Ne plus sentir tes jambes, c'est comme une vraie menace de perdre la circulation. Et ils vont abîmer tes jambes pour de bon, parce qu'à l'avant, tu conduis comme ça pendant des heures. Je ne sens déjà plus mes jambes, même avant l'explosion. Au fait, sors, ils sortent. Et maintenant, un cadeau est arrivé. Regardons ça encore une fois, parce que c'est tellement hollywoodien. Badaboum. Ouais, très bien. Je ne sens plus mes jambes. Waouh, on a gagné, mes amis. Suka, c'est un karma en or. Quand tu iras occuper l'Ukraine, le karma viendra te rendre visite. Bon, assez de cris. Je veux que tu ressentes. Je ne voulais pas faire de vidéo aussi sérieuse pour toi. Mais d'accord. Regardons ce qui se passe vraiment avec la vue du drone. Bien sûr, regarde ce steak. C'est un steak juteux, à point saignant. Juste là, en train de frapper cette viande.
12 militaires, 2 véhicules. L'un des meilleurs retours sur actifs, retour sur investissement que j'ai jamais vu. Maintenant, mes amis, je vais voyager dans un autre pays, même si je n'en parle pas vraiment d'habitude. Mais il se passe de grandes choses. Et c'est lié à la Russie d'une certaine manière, c'est un grand allié de la Russie. Je ne parle pas du Venezuela, on y viendra, je parle de l'Iran. Parce que de grandes manifestations ont eu lieu en Iran la semaine dernière. Tellement importantes que 2 des villes et toute une région sont maintenant en protestation, où la police a rejoint les manifestants. Ils ne reconnaissent pas le pouvoir de Téhéran sur eux, ils sont contre les gardiens de la révolution iranienne. Ils sont en train de se séparer complètement de l'Iran, ils protestent contre le gouvernement. C'est une très bonne nouvelle parce que le gouvernement est un grand allié de la Russie. Les drones de Isha viennent d'Iran, donc voici la ville d'Abdanan. Dans le sud-ouest de l'Iran, c'est très proche du Koweït, presque à la frontière. Il y a des foules de gens dans la rue et la police a en fait rejoint les manifestants. Cela signifie que la ville n'est plus contrôlée par Téhéran et s'autogère. J'ai une autre vidéo ici, regardons-en une autre. Regardez. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans la ville, sur les toits. Il n'y a pas de résistance armée parce que la résistance armée, c'est-à-dire la police, a rejoint les manifestants. Voilà comment cela s'est déroulé en 2013 en Ukraine. Une autre vidéo également. Abdanan, la ville, des gens portent des drapeaux iraniens sur eux. Une province entière occupée par l'Iran, la province kurde d'Elam, s'est détachée du pouvoir de Téhéran. Ils se gouvernent eux-mêmes, depuis 1 ou 2 jours maintenant. Ils ont expulsé tous les gardes pro-révolution islamique. Et si Dehran Ayatollah veut reprendre le pouvoir sur eux, ils devront envoyer l'armée. S'ils le font, on ne sait pas. Je pense qu'ils le feront, je pense qu'ils vont le faire. Mais pour l'instant, il y a toute une province en rébellion ouverte contre Téhéran. Et je vous rappelle que l'Iran est l'un des plus grands alliés de la Russie, juste après la Chine. Regardez ça, ces foules dans les rues. Comme ça, ils sont super contents de se débarrasser des ayatollahs. Alors, de quelle région parle-t-on ? Vous l'avez déjà vu. Abdanan, ville et toute la province kurde d'Elam sont en rébellion ouverte. Maintenant, dans la semaine ou les 2 semaines à venir, nous saurons si Téhéran et les ayatollahs vont envoyer l'armée. S'ils le feront. Je pense que l'armée écrasera la rébellion, mais cela montre que les ayatollahs ne sont pas puissants au pouvoir. Depuis une décennie, les gens cherchent chaque occasion de se rebeller et de se révolter. Un jour, ils réussiront. Maintenant, mes amis, je veux lire. Achetez-moi un café. 2 noms seulement, mais ces 2-là. Je suis encore plus content car ils m'ont aussi écrit un message. D'abord, Ben Husk m'a écrit « Salut Arthur, je te regarde depuis le début et je respecte vraiment ton travail. J'ai un secret honteux, que j'espérais que tu essaierais d'écorcher mon nom. Je ne pense pas que tu y arriveras. Je pense qu'il est trop européen, quand même. Je viens du Royaume-Uni de toute façon. Fais de ton mieux, je te dirai comment tu t'en es sorti. Continue comme ça. Ben Husk, comment l'appelles-tu au Royaume-Uni ? Ben Hosh, article Cockney, pen Hosh dedans. Eh bien, Ben Husk, je considère que ton nom a été écorché. Dis-moi comment je m'en suis sorti. Et maintenant, nous avons le 2e nom. Carlos Toftlebov. Ton nom a été écorché jusqu'à l'orbite, mec. Impossible de le récupérer, Carlos Toftlebov. Si tu aimes ma chaîne, le lien Buy Me a Coffee est dans la description. Deviens membre et reçois un badge. Envoie-moi un message, je te l'enverrai. Allons au Venezuela, beaucoup d'informations sont sorties. Je vais essayer de le faire très vite. CUBA. Les autorités cubaines ont maintenant confirmé que le raid, tu sais, le raid de 3 heures de Donald Trump à Caracas. J'espère que je le dis correctement, que 32 citoyens cubains ont été tués par les soldats américains cette nuit-là. La plupart d'entre eux étaient les gardes du corps personnel de Maduro. Regardez, voici les photos de certains de ces citoyens cubains. Je ne sais pas pourquoi Maduro a choisi des Cubains comme garde du corps, mais il l'a fait. Et ils ne sont plus là. Oui, c'est confirmé. Ce prochain sujet fait le tour des médias grand public. C'est une histoire folle, digne d'un thriller ou d'un film d'espionnage. Que s'est-il passé au Venezuela ? Les États-Unis sont intervenus. Ils ont pris. Maduro est à New York. Le Venezuela est maintenant dirigé par la femme, la vice-présidente, etc. Les Russes ont perdu un allié, même si le régime en place n'a pas changé. D'une certaine façon, c'est une perte pour eux.
Les États-Unis imposent désormais un blocus naval sur le pétrole vénézuélien et les pétroliers liés à la côte vénézuélienne. Non. Les Russes étaient en train d'envoyer un pétrolier vide au Venezuela. Il était censé y avoir du pétrole à bord. C'est ce qu'ils ont affirmé. Il était vide. Il n'est pas arrivé à destination. Maduro a été pris juste avant le blocus. Il a fait demi-tour et est reparti. Cela arrive. D'accord, c'est une épave rouillée vide. Mais les États-Unis ont alors envoyé leurs sous-marins et un navire de patrouille pour le surveiller, pour le suivre. Pourquoi ? Ils savent qu'il y a quelque chose de très important à bord, mais personne ne sait quoi. Les États-Unis ont mobilisé d'importants moyens pour le retrouver, tandis que la Russie a envoyé des sous-marins pour le protéger. Un pétrolier vide et rouillé. Je ne crois pas, s'il y a sûrement quelque chose à bord. Révisons toutes les infos. Voici la dernière position il y a 12 heures. Marinero était le nouveau nom et Bella en était l'ancien nom. Il a changé de pavillon et de nom juste avant de franchir le blocus des navires américains. Il a opté pour le pavillon russe puis Marinera avant de revenir en Russie. Il était proche de l'Angleterre il y a environ 12 heures et il allait à pleine vitesse, suivi de près par un navire de patrouille américain. Un cutter, je crois qu'ils appellent ça comme ça, voici le trajet qu'il a effectué. Il venait d'Iran, mais a utilisé une fausse localisation pour faire croire qu'il était plus au sud. Puis il est passé par le nord de l'Afrique. Il a signalé des positions jusqu'à l'Atlantique. Pendant ce temps, après avoir fait demi-tour, le pétrolier a envoyé des signaux de détresse depuis cet endroit le 21 décembre, juste avant Noël. Tu sais, il a fait demi-tour. Après avoir heurté le blocus des États-Unis, il a disparu des radars. Maintenant, il se trouve au nord de l'Angleterre, au Royaume-Uni, et il est suivi de près par les États-Unis, tandis que la Russie a dépêché ses sous-marins à plein temps pour le protéger. Ils ne veulent pas que ce qu'il y a sur ce navire soit pris par les États-Unis, et Trump aurait soi-disant donné l'ordre de saisir ce navire. Donc c'est une trajectoire de collision entre la Russie et les États-Unis, tu vois. La Russie a déployé un sous-marin et d'autres navires pour escorter un pétrolier russe vide, ex-Belawan, d'après un responsable américain. Donc oui, pourquoi voudrait-il qu'une vieille épave vide soit escortée de cette façon ? Parce qu'elle n'est pas vide. Il y a quelque chose de très cher et précieux sur ce navire. Des systèmes de défense aérienne, des réacteurs nucléaires. Quel est le secret de la Russie ? Les exportations ? Je pense que c'est leur nouveau système de défense aérienne défaillant et leurs réacteurs nucléaires que le Venezuela voudrait peut-être acheter. Et ce n'est pas tout, parce que depuis le Royaume-Uni, vous savez, les États-Unis ont envoyé un avion P-8 Poséidon. C'est un avion de chasse sous-marin, un avion de lutte anti-sous-marine, pour trouver ce pétrolier russe et le surveiller, le protéger. Et s'ils ont envoyé cet avion, ils peuvent aussi envoyer des forces spéciales et des hélicoptères pour faire comme les Finlandais, c'est-à-dire le retenir avant que les sous-marins russes en arrivent. Je veux dire, c'est vraiment un film à suspense, un thriller de la guerre froide. À la poursuite d'Octobre Rouge, c'est ça. Le navire a été sanctionné par les États-Unis et a transporté du pétrole brut vénézuélien. Le 30 décembre, le navire a été renommé Marinera et a été réimmatriculé sous pavillon russe. Il est vraiment rouillé. Voici le navire de patrouille de la garde côtière des États-Unis qui l'a suivi à travers l'Atlantique. C'est l'un des plus récents modèles. Le patrouilleur de classe Legend, et il le suit de près. Les Russes ont même réalisé une vidéo et l'ont diffusée à la télévision russe. Réalisé depuis le sommet du Belawan ou du Marinera, filmant le patrouilleur américain qui le suit de près, exactement comme ça. Qu'est-ce qu'il y a au sommet de ce navire ? Pourquoi les États-Unis le veulent-ils autant ? Pourquoi la Russie veut-elle tant le défendre ? Je suis intrigué, il faut que je sache. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Il y a maintenant 5 pétroliers sanctionnés qui essaient morceaux de contourner le blocus du Venezuela et les sanctions américaines. Qui a choisi la Russie après Marinera et Hyperion ? Ces 3 les ont rejoints. Nous avons Veronica, maintenant renommée Galilea, nous avons Dianchi, maintenant renommée Expander, et nous avons maintenant renommé Sint. Je dois dire que tous ces noms sont vraiment exotiques. Ça rend l'histoire encore plus palpitante. Sortez le popcorn. Oui, tous ces navires ont des images satellites, leurs itinéraires, ils ont changé de pavillon et de nom. C'est totalement illégal, c'est interdit. Ils n'ont même pas d'assurance et ils sont très vieux, ils rouillent de partout et ils essaient de contourner les sanctions. Et maintenant, avec le blocus, ils retournent en Russie.
Les États-Unis ne s'intéressent pas à ces navires, mais à celui-là, un seul. Donc ils savent qu'il y a quelque chose à bord de celui-ci. Ouais, je ne vais pas entrer dans tous ces endroits, changeons-les. Je dois le faire, mais oui, tout est ici. Je vais essayer de faire court. C'est déjà trop long. Je vais donc terminer cette vidéo avec un propagandiste russe qui s'énerve au sujet du Venezuela. J'ai tellement apprécié quand Karma Spit met une claque au gouvernement russe. Regardons simplement ça en mangeant notre popcorn. Mes amis, bonjour à tous. Si on peut appeler ça bon, vous savez, je veux dire quelque chose à propos du Venezuela. Les gars, nous avons encore perdu un atout précieux. Ouais, on leur aurait mis la misère. Oui, on a merdé, oui, on a construit des usines là-bas, on a même commencé à produire des armes. Les larmes de Moscou, elles nourrissent mon âme. Rosneft a investi là-bas, mais c'est juste trop cher. On a déjà tout pardonné, on devrait juste oublier cette histoire. On n'a pas ce genre de politique où on a besoin de Cuba de notre côté, Honduras. De quoi tu parles, là ? Cuba, Honduras, etc. Ganduras, tu dis Honduras, les Russes disent de Ganduras, et tout ce genre de conneries, soi-disant. Ils appellent en juste ça Honduras à Cuba. Des conneries. C'est quoi ce cent? Et comme on dit, Maxime s'en est bien sorti. Qu'il aille se faire voir. Tu dois penser à toi? Nous devons penser à nous-mêmes, à notre propre pays. Pourquoi devrions-nous investir des milliards ? On s'est planté là-bas, à hauteur d'environ 75 milliards, oui, c'est à peu près ce que Poutine a envoyé et investi au Venezuela sous Maduro au cours des 13 dernières années, depuis qu'il a pris le pouvoir. 75 milliards, c'est une somme énorme, une somme colossale. Tout comme ils l'ont fait en Syrie, ils ont tout perdu là-bas. Ils sont en train de tout perdre au Venezuela. Pas encore, parce que le même régime est toujours au pouvoir. Mais si les États-Unis concluent un accord avec eux, ou les forcent à faire quoi que ce soit de mauvais pour la Russie, ils perdront tout. C'est mauvais. Des milliards de dollars. Merde! Allons-y. 75 milliards de dollars, merde. C'est tellement une façon russe de dire ce chiffre. Pensons à nous-mêmes, à notre pays, au peuple, aux retraités. Quel ange blanc ici, c'est un sauveur, c'est un héros. Pensons aux retraités. Savez-vous à quel point la pension russe est faible ? Comment vit réellement un retraité russe ? Je ne vais même pas vous le dire, car je ne pense pas que vous vouliez le savoir. Vous n'êtes pas prêt pour ce chiffre. À propos du soldat qui n'a pas reçu d'appartement depuis 20 ans. Waouh, ce type est un ange à propos des gars qui ne reçoivent pas leur paiement, waouh. Quand un homme avec 2 ordres du courage doit prouver quelque chose, juste pour recevoir quelque chose, Putain! c'est de l'injustice sociale. Est-ce qu'on doit vraiment traîner tout ça jusqu'au président ? Sérieusement ? Allons-y, chez le président. Peut-être que cet homme est le vrai Père Noël. Il parle comme un ange ici. Mais peut-être qu'il est le Père Noël. Il offre des cadeaux à tout le monde, il donne des appartements aux soldats, il rend aux retraités.